J'ai toujours été, oui, un peu impressionné par ce lieu, impressionné par ce sentiment de permanence, voilà, de solidité, de permanence. En 1629, le roi de France, Louis XIII, va donner aux jésuites la possibilité de créer une chapelle qui doit servir à réaffirmer la présence et la puissance royale sur cette ville qui a été domptée, cette ville protestante, rebelle, belle et rebelle, qui vient d'être domptée par le Grand Siège. C'est puissant comme lieu, il y a une énergie, il y a une lumière, il y a une énergie importante qui fait que, oui, quand on rentre, on est assez impressionné. D'une certaine manière, il vous ramène à votre condition d'humain et à une forme de petitesse et d'une certaine fragilité. Je dois dire que quand je suis arrivée, j'ai été impressionnée comme tout le monde par ce lieu, mais aussi un peu affolée quand même en me disant c'est quand même un lieu très chargé d'histoire. Comment y travailler en fait? La Rochelle est une ville protestante globalement depuis les années 1550. Alors cette ville protestante, elle rayonne à l'échelle de la province d'Aunis et Saintonge, mais elle rayonne également plus largement à l'échelle du royaume, voire à l'échelle européenne. Depuis 1570, c'est une place forte qui a un privilège octroyé par le roi. L'année suivante, le 7e synode national fait qu'à La Rochelle, sont éditées les confessions de La Rochelle qui fixent les bases de la religion réformée. Des personnages parmi les plus importants du royaume sont ici à La Rochelle, à la fin des années 1560. Jeanne d'Albret, future mère d'Henri IV, mère du futur Henri IV plus exactement, qui fait de La Rochelle un foyer de l'humanisme réformé. L'amiral de Coligny qui structure une flotte à la fois commerciale et militaire et qui embauche, enrôle des corsaires rochelais pour à la fois ramener des richesses et accentuer encore la richesse commerciale de la ville, mais également titiller les flottes catholiques et donc participer à une sorte de guerre psychologique à l'intérieur même de ces guerres de religion. Alors ce privilège et cette exception rochelaise finit par contrarier le pouvoir royal, et notamment après la mort d'Henri IV en 1610, notamment lorsque le principal ministre du fils d'Henri IV, Louis XIII, à savoir le cardinal de Richelieu, décide progressivement de faire rendre gorge à ces élites municipales rochelaises trop puissantes, trop indépendante, trop riche et finalement bien sûr trop huguenote, et progressivement essaye d'entourer cette ville rochelaise symboliquement et physiquement, notamment en créant un certain nombre de forts, notamment le fort Saint-Louis, pour faire en sorte que les privilèges politiques de la ville disparaissent. Et ce processus de reprise en main par le pouvoir royal culmine avec le grand siège de La Rochelle, 1627-1628, où au terme de 2 années extrêmement dures et d'une véritable saignée démographique, à titre indicatif, au tout début du siècle, La Rochelle, c'est entre 22 et 23 000 habitants, dont 18 000 protestants. Après le siège de La Rochelle, il reste 6 000 personnes. Quasiment plus de catholiques qui sont partis, évidemment, avant le début du siège. On estime à presque 10 000 morts, même si les estimations sont difficiles à effectuer. Et évidemment, il y a eu énormément de protestants qui ont fui. Donc, à l'issue du siège, le pouvoir royal a repris la main, symboliquement. En théorie, on continue d'octroyer aux protestants la liberté d'exercer leur religion, mais ils perdent toute espèce de forme de pouvoir politique, militaire, toute espèce de forme de pouvoir symbolique. Et évidemment, pour marquer cette reconquête catholique et cette reconquête royale, il faut marquer l'espace. Et l'urbanisme et l'architecture constituent 2 grammaires politiques et symboliques. Et cette chapelle dans laquelle on se trouve est un des éléments de cette grammaire politique par la pierre. Alors dans les bagages de Richelieu, si je puis dire, il y a un ordre, à savoir la Compagnie de Jésus, qu'on appelle plus communément les Jésuites, qui avait déjà cherché à venir à La Rochelle au tout début du XVIIe siècle, et qui, par lettre patente de Louis XIII, se voit octroyer la gestion de ce collège, qui était un collège qui existait depuis François Ier. Et en 1629, les jésuites, les pères jésuites, structurent et réorganisent ce collège. Il est décidé, et c'est par volonté royale, volonté de Louis XIII et de Richelieu, que ce collège devait également être matérialisé par un lieu de culte
cette chapelle, chapelle du collège, mais lorsqu'on la regarde, ce qui est frappant, avec ses 39 mètres et demi de long, c'est qu'elle n'a pas du tout les dimensions d'une chapelle collégiale, et là, en réalité, les dimensions d'une église. Et c'est peut-être le premier élément, j'allais dire, de ce langage politique et religieux par la pierre. Elle est ouverte sur le collège, bien entendu, c'est-à-dire elle est à destination des pères, des frères jésuites, des quelques centaines d'élèves qui sont ici dans le collège au tout début du XVIIe siècle, mais elle est surtout ouverte sur la rue, l'actuelle rue du collège, et elle permet aux fidèles de venir suivre l'office ici dans l'église. C'est donc à la fois une chapelle de collège et c'est finalement une fonction d'église paroissiale. C'est une chapelle classique dans la mesure où c'est la rationalité qui s'exprime ici. Des proportions idéales, un ordre architectural qui rappelle l'Antiquité gréco-latine. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été inaugurée un an seulement après que Descartes publie son discours de la méthode. Elle est donc le reflet de ce rationalisme du XVIIe siècle. La raison triomphe, le cartésianisme triomphe dans les proportions de ce lieu. La deuxième chose qui frappe après l'ordonnancement classique, c'est la majesté du lieu, mais c'est également sa simplicité. L'ordre jésuite est un ordre qui, initialement, se fond dans l'esthétique baroque. Une des esthétiques de la contre-réforme, devant lutter contre l'austérité protestante, c'est l'opulence du baroque. Or, ici, l'ordre n'est absolument pas celui de l'opulence et celui du baroque. Il faut imaginer une grammaire architecturale qui parle aux fidèles et aux élites rochelaises qui restent dans leur cœur et dans leur tête des élites protestantes. Cette grammaire politique et religieuse est également une grammaire de la sobriété. La nef de cette chapelle est coiffée par une voûte, un magnifique arc en plein cintre, une voûte marquée par un coffrage qui aurait dû être en pierre de taille. Et cette nef elle-même, qui est donc en réalité du stuc, elle aurait dû à son tour être coiffée par une magnifique toiture en coque inversée de navire qu'annonce simplement les frontons en pignon et d'ailleurs en accolade, c'est-à-dire ces espèces de lignes courbes qui sont peut-être les seules concessions faites à l'esthétique baroque, mais là encore, pour des raisons financières, il n'a pas été possible de mener à son terme ce projet de toiture magistrale pour cette chapelle jésuite. Depuis que les jésuites ont quitté La Rochelle et ont été expulsés en 1763, cette chapelle a connu des heures et des malheurs variables. En 1794, en pleine période de terreur, le collège cesse son activité et cette chapelle sert tantôt d'écurie, tantôt de lieu d'entrepôt, et donc a connu les affres du temps et a été considérablement dégradée, jusqu'à ce qu'elle soit réhabilitée en 1843, lorsque, sous Louis-Philippe Ier, ce lieu redevient le centre d'un collège royal. En 1984, le ministre de la Culture Jack Lang et son directeur de la musique et de la danse, Maurice Fleuret, décident, sur le modèle du réseau des centres dramatiques nationaux qui avait été initié vers 1946 par Jeanne Laurent, de créer le réseau des centres chorégraphiques nationaux, les CCN. Et La Rochelle voit apparaître le premier centre, le CCN Poitou-Charentes, à cette date. Il est dirigé par Brigitte Lefebvre une année, puis en 1986, c'est la chorégraphe Régine Chopineau qui s'y installe et qui en prend la direction. Très rapidement, Régine Chopineau,
qui dans un premier temps est installé dans les locaux de l'actuelle Coursive, rue Saint-Jean-du-Perrot, a besoin d'un lieu spécifique. Et entre 1993 et 1994, cette salle de l'ancien collège fromentin est choisie comme étant le lieu qui devrait servir d'écrin au CCN. À cette époque-là, Régine Chopineau souhaitait prendre plus d'importance et monter le ballet atlantique. Jean-Pierre Raffarin, président de région, était d'accord pour faire un effort financier. Évidemment, ça se fait en partenariat, donc il fallait que la ville augmente aussi son effort, mais les finances étant ce qu'elles sont, l'idée est venue de mettre à disposition ce lieu très emblématique, d'abord de la ville, qui était un lieu chargé d'histoire, et puis un lieu d'une grande valeur patrimoniale. Et donc Michel Crépeau, finalement, avait dit, je vous mets à disposition ce lieu, et ne venez plus rien me demander. Bon, en fait, il a fallu ensuite prendre notre part des travaux, et puis bien sûr accompagner la compagnie. Cette chapelle devient le studio fromentin, servant désormais à l'une des missions principales des CCN, à savoir le partage d'outils, création chorégraphique par Régine Chopineau elle-même, mais également création chorégraphique par d'autres compagnies invitées ou associées. En 2008, s'opère un passage de relais entre Régine Chopineau sur le départ et un nouveau chorégraphe, Kader Atou, issu de la culture hip-hop et spécialiste des danses hip-hop, premier chorégraphe hip-hop à prendre la direction d'un CCN en France. Je pense que c'était un geste très fort pour une ville que de donner un tel bâtiment et de le mettre à disposition. C'est un bien commun. C'est aussi notre bien commun et c'est formidable de pouvoir l'ouvrir, d'avoir du public et de faire vivre un tel lieu patrimonial. Quand on voit un bâtiment comme ça du XVIe siècle, aussi costaud, aussi solide et aussi abouti, où il y a de l'intelligence à tous les endroits, il suffit d'aller voir dans les combles comment les voûtes sont faites, toute cette intelligence qu'il a fallu à ces hommes au XVIe siècle pour bâtir des monuments comme ça. Et ce qu'il faut bien comprendre avec ce centre chorégraphique national, c'est qu'il est intégré à la politique culturelle globale, mais pas seulement, en fait, à la ville en tant que ville humaine. Le corps, c'est l'humain, et l'humain peut aller à la rencontre des espaces, à la rencontre des gens, à la rencontre des différentes disciplines, à la rencontre d'acteurs divers et variés. Olivia Granville qui est arrivée, c'est une danseuse, effectivement, mais elle a été choisie parce que c'est aussi une femme de culture, qui a une culture très ouverte, très diverse, très variée, et qui va lui permettre et nous permettre aussi de faire des ponts avec les autres lieux culturels de la ville et de créer des projets partagés qui vont être innovants, avoir une innovation culturelle au niveau de la ville de La Rochelle. Et c'est très important qu'il y ait une présence artistique de danse à La Rochelle parce que historiquement, il y a toujours eu cette présence et Olivia a envie de développer cette notion d'horizontalité dans la ville et de danse pour tous. 1000 plateaux, c'est multiplier les portes d'entrée en fait. C'est un peu ça l'idée. Bien sûr que le titre c'est un hommage au livre de Deleuze et Guattari sur l'idée aussi de rebattre un petit peu les cartes des organisations sociales, un peu moins pyramidales et un peu plus en réseau. J'avais pas envie d'un lieu qui replace la position traditionnelle du spectateur assis dans le noir et de l'acteur debout dans la lumière dans cette situation frontale. Donc j'ai demandé à un artiste qui est Saladin Katir de nous concevoir les 3 tribunes qui sont là, qui sont des tribunes mobiles, donc qui permettent en fait d'utiliser les 400 mètres carrés de cette chapelle entièrement. On peut retourner l'espace dans tous les sens et retourner l'espace, c'est retourner le regard aussi, c'est changer la proximité des danseurs avec le public, c'est changer déjà beaucoup de choses. Et puis il y a aussi inventer d'autres manières de faire de la création, de faire de la lumière, déjà dans l'espace de travail, d'être dans un lieu qui est très beau mais qui est différent d'un théâtre, qui n'est pas une boîte noire et avec lequel les artistes inventent. Et je trouve que jusqu'à présent, les gens qui sont passés, à chaque fois ça a produit quelque chose de singulier dans leur travail, le fait de travailler avec ce lieu. Sur le futur, moi j'ai envie aussi de pouvoir proposer des choses spécifiquement pour ce lieu-là, parce qu'à chaque fois
qu'on a fait des choses, que ce soit les expos, l'inauguration, des sorties de résidence un peu particulières qui prennent en compte l'espace. À chaque fois, c'est des moments quand même assez magiques. C'est aussi toute une histoire de la danse et de la danse contemporaine, on va dire, depuis les années 80, qui passe au travers de ce lieu, à travers la présence de Brigitte Lefebvre, puis de Régine Chopinot, et puis de Kaderato avec le premier CCN hip-hop, qui était quand même aussi une rupture énorme. Et moi, j'arrive, après toute cette histoire-là, vraiment un des enjeux de Mille Plateaux, c'était d'arriver à retisser le fil d'une histoire aussi du chorégraphique qui est mal connue et d'une remise à plat et de toutes ces formes de danse et comment est-ce qu'on peut re-raconter l'histoire aujourd'hui au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est la pratique de la danse, quoi.